Bonjour à tous et à toutes, c'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons pour notre série de podcasts proposée par Millipol. Ce rendez-vous hebdomadaire vous permettra d'écouter des experts qui partageront avec vous leur point de vue, les initiatives prises pendant cette période, leurs questionnements, mais aussi leur vision du futur. Vous êtes nombreux à avoir répondu présent à ce projet de podcast et nous vous en remercions. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui M. Rudolf Proust, directeur sûreté du groupe Altarea Cogedi. Bonjour Monsieur Proust. Nous allons commencer avec une première question. Pourriez-vous nous présenter en quelques mots Altarea Cogedim ainsi que votre fonction au sein de ce groupe? Oui, Altarea Cogedim, nous sommes un développeur immobilier en France. Le groupe a développé une plateforme de compétences immobilières et de développement au service de la transformation des villes en couvrant toutes les classes d'actifs immobiliers, à savoir le logement, le commerce, le bureau, la logistique, l'hôtellerie, les résidences-services. C'est une spécificité qui permet au groupe de répondre de façon efficace et globale aux enjeux de la transformation des territoires et qui contribue à créer des villes agréables à vivre et ouvertes sur l'avenir. En fait, le groupe maîtrise le plus important portefeuille immobilier de France avec plus de 680 projets, 4,5 millions de mètres carrés, tous produits confondus, et à peu près 20 milliards en valeur de marché potentiel. Nous sommes un groupe de 2000 collaborateurs présents sur tout le territoire français, un petit peu en Italie du Nord avec 2 centres commerciaux et les gares italiennes, et puis à Barcelone, dans la banlieue, avec un centre commercial. Et je suis donc le directeur sûreté de ce groupe et je dois prendre en compte l'ensemble des enjeux spécifiques à chacun des types de business et adapter la réponse sûreté. Dans notre approche, nous avons décidé, dans la construction de la direction sûreté qui n'existait pas auparavant, elle a tout juste 3 ans, on a décidé de ne pas séparer la sécurité physique de la sécurité logique. Et c'est à partir de cette approche risque qu'on a construit cette direction sûreté. J'ai donc la charge de la politique groupe en matière de sûreté des centres commerciaux, qui est un de nos principaux risques dans le contexte terroriste. La gouvernance de la sécurité des systèmes d'information. J'ai un collaborateur immédiat qui est le RSSI et qui n'est pas la DSI. Et la DSI a, elle, à sa disposition le RSO qui est son pendant, donc pour la sécurité opérationnelle. J'ai la gestion de crise, la lutte contre la fraude et la compliance, anti-blanchiment, corruption, travail clandestin sur nos chantiers, la business intelligence. Et rapidement, s'est ajoutée à cette construction une mission qui est devenue aujourd'hui une des premières, c'est toute l'ingénierie de sûreté dans nos grands projets, aux côtés des équipes projets, et ce, dès le début, de manière à intégrer la security by design dans nos produits, que sont les constructions immobilières. Plusieurs volets, donc, comme vous venez de l'évoquer dans votre activité. Vous en avez notamment une au sein de votre groupe qui s'appelle les résidences-services destinées aux seniors, population particulièrement fragile face à cette épidémie. Qu'avez-vous dû mettre en place en termes de sécurité au niveau de ces résidences? Tout à fait. Les résidences-services donc, qui s'adressent aux seniors est une activité particulièrement sensible pour la sûreté en général et particulièrement en cette période de Covid. En effet, donc les personnes âgées qui résident dans ces résidences gérées sont d'une particulière vulnérabilité au sens du code pénal du terme et spécifiquement protégées par la loi. Donc, ils sont des victimes potentielles de fraude, d'agression. Et en matière d'épidémie, évidemment, nous sommes à un fonctionnement très proche de l'EHPAD. Donc, pour nous, ça a été une nécessité première de prise en compte des mesures à mettre en place dans cette période. C'est, dans un premier temps, une mise en place de mesures sanitaires drastiques pour les personnels et tous les personnels, puisque nous avons un certain nombre de prestataires sur les sites, pour les occupants et les visiteurs. Et pour les occupants, nous avons arrêté les locations de passage. Pour les voyageurs et les institutionnels très tôt, nous avons supprimé les activités de groupe, procédé à un ajustement de la vie dans la résidence avec des points de décontamination aux accès, y compris pour les livraisons, la suppression des visites extérieures, les gestes barrières, les services de restauration livrés en appartement par le personnel, une procédure de traitement des cas suspects, isolation, masque pour les intervenants, occupants suspectés, traçage des contacts, appel aux services de santé, désinfection. Et grâce à un engagement de toutes les équipes d'exploitation sur les sites, nous en avons 19 et en centrale, nous n'avons que très peu de cas.
en tant que coordonnateur de la gestion de crise. Donc, j'ai eu à assister l'exploitation dans la définition et la mise en place des mesures, leur adéquation avec les lois et règlements qui ont sans cesse évolué au cours de cette période. Le sourcing des moyens, j'ai dû trouver des masques, me transformer en acheteur, faire les due diligence en urgence pour pouvoir se sourcer en Chine. Voilà. Très bien. Et concernant les centres commerciaux, après quelques jours donc, de réouverture, auriez-vous un premier bilan à nous partager et dans quelles conditions s'est faite cette reprise? Alors, le bilan est mitigé quant on va dire, au résultat de la réouverture, non pas de façon économique, mais je dirais dès les premiers éléments en Chine, on s'est préparé avec des mesures de nettoyage, ascenseurs, escalators renforcés, des équipements, des équipes d'intervention et de direction avec des masques et les produits et les gestes susceptibles de les protéger en cas d'intervention. À partir du confinement et des fermetures des centres le 16 mars, nous sommes organisés pour laisser accéder les clients au commerce de première nécessité, principalement les grandes surfaces et les pharmacies, puisque les centres étaient fermés, mais ceux-ci devaient permettre tout de même l'accès, donc en toute sécurité, avec des mesures barrières, du filtrage, du nettoyage. La gestion des files d'attente éventuelles, les livraisons dans ces commerces restaient ouverts au sein même des établissements. Puis est venu le temps d'envisager la sortie du déconfinement, et là, nous avons eu à faire face à des flottements réglementaires permanents sur les mesures, les critères, les moyens, dans lesquels il a fallu naviguer pour être à jour au moment opportun, le 11 mai. Et quand je dis prêt, ce sont l'ensemble de nos clients que sont les enseignes, afin qu'elles puissent s'organiser en fonction de procédures de déconfinement et surtout des instructions gouvernementales qui ont pas mal bougé. Donc un bilan mitigé puisque nous avons eu 2 grands centres qui ont été fermés sur la base de considération de fréquentation versus le bassin de vie, conformément au règlement et au décret qui a été pris en ce sens, même si on avait mis en place un plan opérationnel d'ouverture de centres qui a été décliné centre par centre avec toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité sanitaire de nos clients en leur apportant la sérénité, la confiance et en respectant évidemment les prescriptions ministérielles. Nous allons continuer à déployer ces mesures sur nos centres. C'est notamment toute la gestion en amont via l'information de la clientèle. Ce sont les mesures d'hygiène et de barrières. Ce sont la fourniture de masques à toutes nos équipes, y compris nos prestataires en cas d'absence d'équipement chez ceux-ci, mais potentiellement aussi la possibilité de distribution de masques aux clients si c'était de nature à les rassurer. Et la gestion automatisée des flux avec le respect des jauges via nos systèmes de comptage en direct et procédures de gestion des cas suspects. Très bien. Et enfin, dernier volet que nous souhaitions aborder, au niveau du retour des collaborateurs dans l'entreprise et surtout de votre déménagement, 1400 personnes vers un nouveau siège social en juin. Comment cela se prépare-t-il pendant cette période très compliquée? Une nouvelle approche de l'utilisation des bureaux et de nouveaux modes de fonctionnement sont-ils envisagés suite à cette crise inédite? Oui, c'est vrai qu'on a décidé de corser l'exercice du déconfinement puisque ça correspond à notre déménagement et notre nouveau siège d'ici le 15 juin. Donc 32 000 m² en plein cœur de Paris, dans un immeuble ultramoderne, avec de nombreux services aux collaborateurs, mais aussi avec d'autres occupants. Nous aurons un ERP Business Center, des coques ouverts à des associations, un showroom extérieur et encore un espace de coworking. Donc, du fait de cette crise, nous avons déjà intégré le fait que les bureaux ne seront plus simplement des espaces de travail, mais se transforment en espaces de flux, qu'ils sont multi-usages, que de nombreux services doivent être offerts. Ce qui signifie qu'en termes de sécurité, les enjeux ne sont plus ceux d'un espace clos, délimité, uniforme dans l'usage. Ça évidemment a des impacts sur la sécurité physique, la sécurité logique et en matière de résilience. Et nous avons déjà commencé à réfléchir à intégrer cette résilience à l'usage en période de confinement. Ou encore, dans les mètres carrés que ça pourrait libérer, nous devons être capables de les réaffecter, de réaffecter les espaces à d'autres usages et voire même à d'autres usagers. Donc, on a de nombreux services que l'on peut partager. Je peux prendre l'exemple de la flotte de voitures mis à disposition dans notre parking. Elle est gérée par un prestataire extérieur qu'on peut même mettre dans les services tout en assurant la sécurité de l'ensemble. Oui, c'est un vrai challenge, cette crise Covid, mais c'est aussi pour nous et pour moi en particulier une vraie opportunité qui nous pousse à innover. Un grand merci, Monsieur Proust, pour votre témoignage. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur notre chaîne YouTube ainsi que sur le site web Milipol Paris
www.milipol.com, dont la prochaine édition se tiendra du 19 au 22 octobre 2021. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau podcast. En attendant, portez-vous bien. Merci Anne, merci Milipol. Merci beaucoup.